15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur, réalisateur, animateur. La dernière fois qu'il était sur scène, c'était pour la pièce Le Tourbillon de Francis Weber que j'ai vu, que nous avions traité aujourd'hui. Philippe Lelouch se produit actuellement avec son premier one-man show stand-alone au Théâtre de la Madeleine à Paris. C'est jusqu'au 28 janvier et en tournée dans toute la France. L'occasion bien sûr d'échanger, suivi de mon coup de cœur à 16h05 Audran. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Philippe Lelouch. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup de me regarder avec ces grands yeux. Eh ben, c'est normal, je vous découvre. Merci, moi aussi je vais vous découvrir. Je pense que nos auditeurs vont pas vous découvrir, mais peut-être redécouvrir dans cette émission. On va voir ce qui s'y passe. L'envie justement de savoir qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites, c'est vraiment l'ADN de cette émission-là. Et pour commencer, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Oh là là, impatient, amoureux, fidèle. Amoureux et fidèle. On va voir si ça colle avec votre personnalité dans cette émission. Mais pour ce faire, le début, toujours le début. Philippe Lelouch, vous êtes né un 30 mars dans les années 66 à Tel HaShomer, quartier de Ramat Gan en Israël. Et vous avez donc 28 ans. C'est ça. J'ai 28 ans parce que je l'ai décrété il n'y a pas très longtemps que j'avais 28 ans. Puisque maintenant, aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut avec son identité. J'ai dit, voilà, moi j'ai décidé d'avoir 28 ans. Voilà, c'est un âge qui me va bien. C'est vrai, ça vous va bien et on va le voir dans un instant puisqu'on vous découvre sur scène pour la première fois en solo avec beaucoup de choses à dire. Mais encore sur le début, vous êtes le fils de Claude Lelouch, non pas celui que l'on connaît, mais en tout cas vous en avez un petit peu profité si on vous croit. C'est vrai. Juif d'Algérie, d'une maman bretonne, ce qui fait de vous un juif couscous galette. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le mélange des deux. Fondamentalement, je suis à moitié breton, et donc avec beaucoup de sang anglais, puisque les Bretons, par ma mère, beaucoup de sang anglais, et puis du sang purement sémite, voilà. Et c'est pour ça que j'adore dire, je suis français et juif. Et je ne voudrais pas dire comme certains après la Seconde Guerre mondiale un jour qui ont dit maintenant je suis obligé de dire je suis juif et français. Moi je dis encore je suis français et juif. Pourtant, vous êtes là en Israël, vous avez été naturalisé depuis. Oui. Mais est-ce que vous vous considérez un peu comme israélien quand même ? En ce moment, oui. Mais comme on a tous dit, je suis ukrainien, je suis marocain dès qu'il y a des catastrophes. Donc au même titre que j'aurais souhaité le monde entier, en ce moment, évidemment que je me sens israélien. Mais sans oublier que je suis français et que je dois tout à ce pays. Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi, Philippe Lelouch ? J'ai eu une enfance merveilleuse. J'ai grandi en banlieue parisienne, après être revenu d'Israël. À quel âge à peu près ? Je suis revenu d'Israël très vite. Oui, j'étais bébé. Et ensuite, 1 ou 2 ans à Paris. Et ensuite, à Savigny-sur-Orge, précisément. On a grandi avec mon frère, là où mon frère est né. Et on a eu une enfance magnifique, voilà, avec des parents qui s'aimaient et une joie de vivre qui était très relative à la fin des années 70 et des années 80. Voilà, donc vraiment, je peux pas vous dire autre chose qu'une enfance heureuse et baignée d'amour. Vous le dites sur scène, votre papa est parti il y a 15 ans. Vous parlez de lui dans votre spectacle avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Quand vous parlez de lui, vous dites c'était un Lino Ventura d'Algérie. Ouais, c'est ça. En disant, en Algérie, on n'avait quand même pas la psychologie infantile. Non, mais c'est quelque chose. Je m'amuse avec ça. Oui, moi, mon père était pas. C'était l'éducation, c'était strict. C'était pas. Il avait pas peur de traumatiser ses enfants, quoi. Voilà, ni par les mots, ni dans les gestes. Voilà, on devait marcher droit, quoi. Mais mon père était empreint d'une. Moi, ça me fascine quand je raconte ça à mes enfants aujourd'hui. Je me souviens de mon père qui a 72 ans. Ne fumait pas devant son frère qu'on avait 74 parce que c'était un manque de respect. Ouais. Donc on vient d'un truc, voilà. Et encore, mon père a su évoluer avec son temps. Alors, évidemment, aujourd'hui, on dirait qu'il est complètement de l'arrière-garde. Voilà, c'était bien. C'est la vérité. Écoutez, moi, pour témoigner en rebond à ce que vous venez de nous dire, ma maman a dans les 60aines d'années, mon grand-père a à peu près 20 ans de plus. Elle fume depuis toujours, mais jamais devant lui. Oui, voilà. C'est un espèce de respect familial comme ça. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Oui, et en même temps, ça transmet. Alors bien sûr qu'on peut tout tourner à la rigolade, ce que je m'efforce de faire, mais il y a là-dedans quelque chose d'extrêmement vertueux. Ça apprend des choses essentielles dans la vie. Enfin, mon père nous apprenait à être des hommes. Voilà, c'est-à-dire et être un homme, c'est sans péché, disait l'autre. Voilà.
Jeune, l'école, c'était pas votre truc. Votre frère non plus. Et un jour, votre père vous a convoqué. Alors l'école, ça allait à peu près. On a toujours fait une scolarité à peu près. Bon, on n'était pas passionnés, mais ça suivait sans problème. Non, c'est après. C'est après l'école, quand on a voulu être acteurs, tous les deux. Où là, ça se passait un peu moins bien parce que pour lui, acteur, ça voulait dire clochard, quoi. Voilà. La formule de l'intermittence, tout ça, ça lui échappait. Et surtout, voilà, il disait, mais à juste titre d'ailleurs, c'est pas donné à tout le monde d'être une vedette, mes fils. Qu'est-ce que vous allez devenir? Voilà, donc il s'inquiétait régulièrement, et puis il y avait de quoi, parce que si mes parents n'avaient pas été là, on n'aurait pas eu toujours de quoi bouffer. Faut quand même reconnaître ça. Dans les parcours, souvent, quand on dit à un acteur, vous avez fait ci, vous avez fait ça, ouais, mais avant toute chose, moi j'avais des parents qui nous aidaient. À quel moment vous avez eu envie d'être acteur et quel a été le déclencheur? Écoutez, je crois que aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours... Acteur, c'était pas aussi précis que ça. Je voulais être connu pour des raisons qui étaient bizarres, mais enfant déjà. Hein. Il y avait un truc en moi de... Ouais, faut être quelqu'un. Ouais, mais faut être reconnu plus que être quelqu'un. C'était, j'avais dans l'idée de faire... J'avais envie de provoquer un destin. Je me voyais pas tout petit avoir un travail, aller travailler normalement. Enfin, tout ça. Il y avait envie d'un peu d'extraordinaire, je pense, dans ma vie, voilà. Et acteur, c'est venu assez vite, assez rapidement, mais comme je connaissais pas bien le chemin pour y parvenir, parce que après on a grandi à Fontainebleau, bien que ce soit à 50 km de Paris, j'étais très très loin de la façon dont je pouvais imaginer rentrer dans le show business, quoi. Voilà, ça me paraissait un monde un peu dangereux, donc j'ai repris des études de journalisme. Puis j'étais journaliste dans un premier temps avant de rejoindre finalement ce pourquoi j'étais fait, je pense, j'espère, ce métier-là. C'est ça, vous allez démarrer avec une carrière de journaliste, vous allez commencer à France Inter, vous allez animer une émission humoristique, ensuite vous allez devenir reporter d'investigation, travailler pour TF1 et vous allez co-présenter pendant 8 ans une émission qui a cartonné, Top Gear sur RMC Découverte, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ouais, jusqu'à il y a 2 ans, ouais. Vous avez aussi travaillé un petit peu à la radio par la suite, sur RMC encore, mais vous n'avez pas fait de cours de théâtre? Non. Alors, très peu. À 18 ans, à Fontainebleau, j'avais fait une petite école de théâtre, mais c'était très très loin de ce que j'avais envie de faire. On me faisait faire du théâtre post-nucléaire, vous savez, faites le fœtus, la plante qui pousse, tout ça. Je me disais, je vois pas bien le rapport avec jouer des rôles. Donc, mais c'était une technique, comme une autre, c'était pas la mienne. Mais au fond du fond, je vais vous dire, je pense que c'est un métier qui s'apprend pas. Alors voilà, donc on apprend aussi, l'avantage qu'on a à faire une école de théâtre, c'est de rencontrer des gens qui ont les mêmes envies que vous, mais je pense fondamentalement que ça s'apprend pas. Voilà, que c'est un truc qu'on a en soi et qu'il faut sortir. Justement, vous êtes repéré en 97 pour jouer dans la série télévisée Une femme d'honneur. C'est votre premier tournage. Ouais. Comment ça se fait? Comment ça se matérialise, ça? En fait, c'est un concours de circonstances heureuses en 15 jours, à 15 jours d'intervalle. Je rencontre un agent de cinéma qui me dit je vais te représenter, donc j'arrête immédiatement de faire du journalisme. Et dans le même temps, au mariage d'une de mes amies, il y a une dame qui est là, que je connais depuis que je suis adolescent et qui m'entend faire le discours pour la marier et qui m'a dit mais tu fais quoi? Et je lui dis depuis une semaine je suis acteur. Elle me dit alors tu vas rencontrer ma sœur, et sa sœur c'était Marion Sarraud. Et elle m'a présenté sa sœur qui était un peu contrainte parce que sa grande sœur elle lui demandait de me rencontrer et puis elle m'a engagé. Voilà, il y a eu un démarrage comme ça immédiat un jour quand on rencontre son chemin, quoi. Je pense que je peux pas l'expliquer autrement. Écoutez, je constate pas mal de choses avec vous, Philippe Lelouch, et j'ai envie de dire que un des mots que vous m'avez cité en début d'émission correspond tout à fait à ce que je pense. Vous êtes très fidèle. Déjà, non seulement à Marion Sarraud, parce que jusqu'à il y a pas si longtemps, vous étiez encore en train de cheminer, travailler avec elle, puisqu'elle a été à la mise en scène notamment de pas mal de pièces de théâtre que vous avez écrites, mais aussi parce que j'ai reçu quelqu'un qui s'appelle David Brécourt il y a pas longtemps. Et je lui disais, c'est incroyable de voir cette fidélité que vous entretenez avec Philippe Lelouch. Et il m'a dit, c'est vrai. Oui, il y a ce truc fou, voilà, c'est ceux qui m'ont permis d'avoir mon premier gros succès, c'est mes copains. Alors d'abord Marion, parce qu'elle m'a fait tourner la première fois, Marion Sarraud, et puis un jour elle me dit, alors que ça a été la première femme réalisatrice de télévision, elle réalisait Les Maritiers, Gilbert Carpentier, etc. Et pendant, elle m'a fait faire 7 ou 8 téléfilms. Et un jour, elle m'avait dit, le seul truc que j'ai pas fait dans ma vie, c'est de mettre en scène du théâtre. Donc, quand j'ai écrit ma première pièce, Le jeu de la vérité, je lui ai dit, écoute, comme tu m'as donné ma première fois, je te la rends. Voilà, viens me mettre en scène au théâtre. Et puis, elle a mis en scène mes premières pièces avec brio, ma Marion d'amour, qui est morte il y a
maintenant quelques 3 ou 4 ans. Et voilà, et j'y pense souvent. C'était quelqu'un et David, c'est pareil. Donc c'est tout d'un coup, la première pièce est un succès, pour pas dire un triomphe. J'ai eu cette chance-là et ils y ont participé. Donc après, renier. Mais ça, voilà encore un truc qui vient de mon père, qui me disait toujours, Philippe, ne mords pas la main qui t'a nourri. Voilà. Alors donc les gens qui participent à ta construction, c'est des gens qu'on ne doit jamais oublier. Vous avez dit. Enfin, votre frère a dit, on a passé notre vie à regarder notre père comme un héros de cinéma. C'est peut-être pour ça qu'on est devenu acteur. C'est une des phrases hyper touchantes que j'ai retenues dans votre spectacle. Est-ce que vous diriez que vous avez construit votre vie en faisant tout pour le rendre fier ? Ah oui, ça c'est sûr. C'est pour rendre fier mes parents en général. Ça fait partie de la reconnaissance dont vous parliez, que vous recherchiez. C'était en partie pour leur regard. Ouais. Pour leur confiance, surtout ma mère, parce qu'elle avait une positivité, elle l'a toujours, grâce à Dieu, une positivité extraordinaire, de toujours imaginer qu'on allait être des grands hommes, mon frère et moi. Elle a jamais douté, et mon père, parce qu'il avait envie d'y croire, malgré tout ce qu'il nous disait. Et alors heureusement, il a vu ça, un peu avant de mourir, il a vu qu'on a réussi à faire 2-3 trucs, mais de voir la fierté dans les yeux de ses parents, il y a pas meilleure récompense, ça vaut 15 Oscars, voilà, vraiment, ou 20 ou 100. Au théâtre, vous l'avez dit, Philippe Lelouch, le jeu de la vérité qui connaît un très grand succès. Il sera suivi par Boire, fumer et conduire vite, qui était encore en spectacle il n'y a pas si longtemps pour avoir reçu un des acteurs qui jouait dedans. L'Appel de Londres, tout à refaire, le temps qui reste pour les pièces que vous avez écrites aussi. Pour celles que vous avez jouées et la mise en scène, il y a L'Invitation d'Adrien Racah, Les Grandes Ambitions également, et Le Tourbillon où vous étiez sur scène il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, Philippe Lelouch, où vous produisez actuellement avec votre premier one-man show, Stand-Alone, au Théâtre de la Madeleine. C'est à Paris jusqu'au 28 janvier, en tournée dans toute la France. C'est votre premier seul en scène, mais je crois que ça fait un petit moment que vous en rêviez. Oui, je l'ai fait, c'est presque un mensonge, mon premier seul en scène. Je l'ai fait il y a un peu plus de 20 ans, quelques mois. Voilà, pas suffisamment pour que ce soit remarquable ni remarqué. Mais c'est vrai j'avais envie. Là, c'était le bon moment. C'était le bon moment, mais parce que j'ai mon âge et qu'à un moment on se dit, moi je fais le parcours des autres, inverse des autres. C'est-à-dire que souvent les jeunes aujourd'hui font ça pour se faire remarquer, pour aller faire du cinéma ou du théâtre. Et moi j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que c'est maintenant que je considère que ce que j'ai à dire est peut-être, je dis bien peut-être, un peu drôle et intéressant, mais parce que je peux me baser sur des souvenirs et du vécu. Voilà. Et je sais plus qui disait, il y a un grand auteur qui disait, c'est la culture commune qui fait les âmes communes. Et donc tous ceux qui ont plus de 40 ans ont vécu à peu près les mêmes choses que moi, donc ont la même culture, quelque part la même âme. Et donc je fais rire beaucoup avec les choses qu'on a connues par le passé et le décalage entre ce passé et aujourd'hui. Justement, vous aimez beaucoup les années 80. Ouais. On a la sensation que il y a un petit, c'était mieux avant. Ah bah non, mais c'est pas un petit, hein. C'est un énorme. Ah bah, c'est un énorme. C'était mieux avant. J'ai pas peur d'avoir l'air arriéré en disant ça. Évidemment que c'était mieux avant. Évidemment, pour 1000 raisons qu'on pourrait tout énumérer, aussi bien culturelles que sociales que politiques que tout ce qu'on veut. C'était évidemment que c'était mieux avant. Oui, sans doute. On va écouter un extrait. Elle était super en fait, la France dans les années 80 et même un peu avant, même fin 70. Moi, je me souviens, j'adorais ça quand dans un 504, mon père, il fumait les vitres fermées. Ah bah moi, à 7 ans, je faisais la différence au pif entre une Gauloise et une Gitane. Ah, je peux vous le dire. Parce que souvent, pour venir à Sainte-Maxime, d'ailleurs, on attendait ma mère qui était tout le temps en retard. Alors, on était à 504, vitres fermées, il faisait chaud quand même. Il y avait ma grand-mère à côté de moi, mon frère, et on attendait ma mère. Et avant de monter en voiture, pourquoi elle fait ça, je ne sais pas, elle se parfumait. Alors ça veut dire que quand elle rentrait, l'odeur de la gitane, plus l'odeur du parfum de ma mère, plus l'odeur du Sky qui avait pris un peu le chaud, et l'odeur de ma grand-mère, pour à la gerbe, on était bien. On prenait très vite l'autoroute, mais au bout de 40 km où mon père roulait à 150 sans ceinture, avec mon frère, il disait « Papa, on a envie de vomir ». Alors là, il se retournait pour nous tarter, comme ça. Et des fois, il nous tartait à l'aveugle, comme dans The Voice, comme ça. C'était bien cette période-là, moi j'adorais ça. C'est vrai que c'était bien cette période-là et ça rappelle des souvenirs très certainement à beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Vous dites, moi je suis venu sur scène pour dénoncer des trucs. Oui, c'est pour me moquer, non pas du tout. En fait, je viens... alors, si, il y a pas... Molière a écrit un truc sublime, le mec qui prend des références folles, mais bon, Molière a écrit un truc en disant, au théâtre, toute morale directe est à bannir.
Voilà, il avait parfaitement raison. C'est-à-dire que moi, les gens qui me donnent des leçons quand je vais à un spectacle, ça m'insupporte. Et il y en a beaucoup. Et oh là là. Et maintenant, c'est devenu, de toute façon, c'est courante. devenu l'apanage. Oui, même les politiciens maintenant font la morale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire leur boulot, ils font la morale. La politique, c'est devenu faire la morale. Voilà. Mais donc, je déteste ça. Et le meilleur moyen de dénoncer quelque chose, c'est de le faire en riant. Voilà. Mais moi, c'est pas, il y a pas un but. Il y a pas cette volonté-là absolument chez moi. Moi, il y a d'abord avant tout la volonté de faire rire. Voilà, parce que c'est le meilleur des remèdes à tout. Et de temps en temps, évidemment, on y glisse des choses qu'on trouve absurdes pour que les gens rient avec vous. À partir du moment où les gens rient avec vous, c'est qu'ils sont d'accord avec vous sur l'absurde. Donc c'est ça la vraie victoire d'être sur scène. Pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer il y a une seconde, Philippe Lelouch, vous dites sur scène, on n'arrive plus à dire ferme ta gueule. Alors Gérard Larcher ne serait pas forcément de votre avis, surtout ces derniers temps. Mais il y en a qui le méritent quand même. Ah ben non, mais beaucoup là, oh là là, surtout en ce moment. Oui, bien sûr. Il y a un moment, non mais c'est-à-dire qu'on est tellement dans cette espèce de ressenti chez les gens, de la peur de blesser, le clientélisme. Enfin, il y a 1000 choses qui font que finalement, on a des diarrhées verbales comme ça, où il en ressort rien. La prise de position est devenue dangereuse. Le risque est devenu dangereux, ce qui est insupportable. Il n'y a rien de meilleur dans la vie que de prendre des risques. Voilà, et surtout le risque d'être un homme et de dire ce qu'on pense. Voilà, donc moi je suis un peu agacé par ça, c'est vrai. Et de dire, de temps en temps, ce serait bon de dire à des mecs, ferme-la ta gueule, parce que ce que tu dis, c'est idiot. Voilà, moi j'adore. Il y en a plein. C'est-à-dire que c'est devenu quand même le manque de culture aujourd'hui. Il est phénoménal. C'est-à-dire le nombre de gens qui ont un avis sur une question sans en avoir la connaissance première. C'est ça qui est insupportable. Bah, ramenons ça à ce qui nous préoccupe ici. Regardez le nombre de positions qui sont prises sur le conflit israélo-palestinien. Des gens qui ne connaissent rien, mais rien, ni à l'État d'Israël, ni à ce qu'est la Palestine. Voilà, donc c'est assez exaspérant, parce qu'il faudrait reprendre tout à la base, donc on ne sait pas par où commencer, en disant non, attends, tu peux pas penser comme ça, parce que tu pars d'un postulat qui est faux. Voilà, et donc ça, c'est l'éternel problème, voilà, c'est l'éternel problème. Quand je vous entends, je ne sais pas pourquoi, j'ai une vision comme ça, une image de ce député LFI qui s'appelle David Guiraud et qui a dit beaucoup de choses ces derniers temps, avant, je crois, un tout petit peu, et je pèse mes mots, de rétro-pédaler, justement sur le fait de ne pas savoir ce qu'on dit. On a la sensation que la haine prédomine sur la culture. Oui, mais c'est ça. Mais c'est tellement facile d'avoir un avis tranché. Oui, de toute façon, la haine, elle est présente. Et c'est pourquoi nous devons, en ce moment, nous, les Juifs particulièrement, être pédagogues. Voilà. On n'a pas le droit, il faut expliquer. Il faut passer notre temps à expliquer, même si on en a marre, parce qu'on en a tous marre d'expliquer. Mais il faut expliquer, réexpliquer. Il y a un truc qui n'a pas de moi, malheureusement. J'aurais adoré avoir l'idée, mais j'ai vu passer ça sur Instagram. C'est merveilleux. Il y a un truc qui dit dans quelques jours, là, il y a des milliards de gens sur Terre qui vont célébrer la naissance d'un Juif né en Israël. Ça va vous rappeler que Israël date pas de 1947, vous voyez, par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faudrait remettre au goût du jour. Donc faisons-le avec humour, faisons-le avec passion, surtout pas avec colère, parce qu'on nous attend au tournant. Vous l'avez bien constaté. On attend qu'on se mette en colère, parce que c'est tellement, on attend toutes les fautes. Donc faut essayer de pas en faire. En ce moment, faut qu'on soit irréprochable. C'est notre lot. Et donc la colère, gardons-les quand on est en famille ou tout seul devant sa glace. Et pour les autres, gardons notre calme et expliquons. Voilà, je suis partisan de ça. J'ai retenu une phrase dans votre spectacle également, Philippe Lelouch. Vous dites, et qui n'a pas suscité, je crois, que mon interpellation, depuis le 7 octobre, je ne peux plus être féministe. C'est vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis le 7 octobre, les féministes sont dans un silence absolument affreux, horrible, inhumain. Et que je les entends des fois s'agacer pour des gestes déplacés ou des mots déplacés. Elles ont raison de le faire, mais c'est plus crédible quand on voit face à de telles atrocités le silence qu'elles crient. Voilà, donc à partir de ce moment-là, le mouvement féministe, qu'est-ce que c'est ? Le mouvement féministe n'a plus aucune crédibilité à mes yeux. Et de toute façon, je pense que le féminisme d'aujourd'hui n'est pas la protection des femmes, mais la haine des hommes. Moi, je suis un amoureux des femmes, voilà, et un grand admirateur des femmes. Et je peux même vous dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup plus de couilles que de nombreux hommes. Comme voilà. Qui ? Par exemple, comme celle que j'adore, dont le nom m'échappe tout de suite et je devrais pas, parce qu'elle est merveilleuse, sur France Inter. Aidez-moi.
Léa Salamé, non, Caroline Léa Salamé, Fourest. bien sûr. Non, Caroline Fourest, Parce qu'on l'évoquait formidable. ensemble. Ah oui, Sophia Aram. Sophia Aram, Parfaitement. pardon Sophia si tu m'entends. Sophia Aram qui a d'un courage absolument monumental. Voilà, il y a plein de femmes dont on peut citer, un peu moins d'hommes en ce moment. Donc voilà pourquoi je peux vous dire que, et quand on a aimé sa maman, ce qui est mon cas, c'est difficile d'être irrespectueux avec les femmes. Donc à ce titre, en tant que papa, que fils, qu'amant, que mari, j'ai un respect infini pour les femmes. Voilà. Donc en ce sens, je serai toujours dans leur lutte, mais pas sur le féminisme qu'on m'impose aujourd'hui, qui frôle le ridicule et qui est surtout totalement inhumain. Et voilà, donc à partir du 7 octobre, voilà, les féministes n'ont plus aucune espèce de crédibilité pour moi. Voilà. Moi, je vous trouve très courageux, Philippe Lelouch. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette émission, et notamment avec David Brécourt que j'avais en face de moi. Courageux parce que vous prenez la parole, et je pense que quand je vous dis ça, ça doit résonner en vous comme c'est normal. Oui, je sais pas mais pourquoi. Mais vous avez raison, c'est normal. C'est pas. Il y a quelque chose qui me dit. Merci d'abord, c'est très gentil. Merci de ce magnifique compliment, mais c'est pas du courage, ou alors c'est le b.a.-ba du courage, quoi. Voilà, j'ai été blessé dans ma chair, dans mon sang, dans mon humanité. Et évidemment, aujourd'hui, je peux être accusé d'être jugé parti, parce qu'évidemment, je suis juif. Mais demain, pour n'importe quel autre peuple, j'irai lutter de la même façon. Cette inhumanité me heurte fondamentalement. Donc, c'est pas du courage, c'est d'être un homme. Voilà, c'est d'affirmer non, là, je suis pas d'accord. C'est pas possible. Et aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression que des fous dirigent des aveugles. Voilà, et que il faut que les aveugles recouvrent très vite la vue, et nous devons tous les aider. Voilà, à ça. Parce que moi, je suis un pacifiste dans l'âme, et que j'espère évidemment que tout le monde danse ensemble, hein, ça c'est sûr. We will dance again. Et ça, je l'espère bien. Votre nouveau tatouage. Mon nouveau tatouage, oui. Pourquoi ce tatouage, Philippe Lelouch ? D'abord parce pour ne que, jamais oublier. Pour jamais oublier. Parce que je m'étais toujours dit naïvement quand j'étais enfant qu'en 39, j'aurais pas mis l'étoile jaune, j'aurais refusé, ce qui est illusoire. Mais bon, je me disais ça, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en 39. Alors il faut, cette fois-ci, c'est un tatouage que moi j'ai choisi. On nous a tatoué, en tout cas nos ancêtres ont été tatoués de force. Celui-là, moi je l'ai choisi. C'est moi qui. Vous voyez, par exemple, vous voyez, c'est une forme de faux courage. Je préfère dire aujourd'hui, je suis juif à peu près partout, plutôt que d'apprendre un jour qu'on m'a dénoncé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'assume tout à fait ce que je suis. Et cette gamine franco-israélienne, quel courage monumental pour en sortir de cet enfer et d'oser se tatouer ça. Et moi, en solidarité, je l'ai fait. Voilà, et en plus parce que la phrase est magnifique. We will dance again. J'espère bien qu'on dansera encore. Merci beaucoup Philippe Lelouch. On continue cette émission avec vous, et on continue à parler de votre spectacle Stand Alone au Théâtre de la Madeleine dans un instant. C'est jusqu'au 28 janvier, mais tout de suite, c'est le rappel des titres, suivi de notre émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent également sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. h 30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belège. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou s'entretient avec le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin. Ils discutent de pistes pour mettre fin à la guerre intensive à Gaza. Autre objectif de ces échanges, établir une transition vers un conflit plus limité et plus ciblé. Les rebelles houthistes vont-ils créer un blocus autour des côtes israéliennes ? Le géant britannique des hydrocarbures BP suspend tous ses transits en mer Rouge, tout comme la compagnie de transport taïwanaise Evergreen, des annonces qui font suite à la multiplication des attaques yéménites dans la zone. À Beyrouth, la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna va s'entretenir avec le premier ministre libanais Najib Mikati et le chef du Parlement allié du Hezbollah. Elle doit appeler à la retenue et à la responsabilité alors que les alertes à la roquette ont encore retenti dans les localités du nord d'Israël il y a une trentaine de minutes. Enfin, sans surprise, Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir en Égypte depuis 10 ans, a été réélu à la tête du pays. Le candidat sortant a remporté sa 3e élection présidentielle avec près de 90% des voix, selon les résultats officiels dévoilés en début d'après-midi. Et merci
beaucoup Etani de Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Philippe Lelouch sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. En ces temps de défis et d'urgence, les secouristes bénévoles du Magen David Adom se tiennent en première ligne, prêts à sauver des vies à chaque instant. Votre soutien fait la différence. Chaque don compte pour assurer des soins médicaux vitaux, des ambulances opérationnelles et l'espoir dans des moments difficiles. En cette fin d'année fiscale, faites un don au MDA. Nos secouristes comptent sur vous. mda-france.org ou appelez dès maintenant le 01 43 87 49 02. Magen David Adom France, association au service de la vie. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Philippe Lelouch, pour son premier one-man show stand-alone au Théâtre de la Madeleine. C'est à Paris jusqu'au 28 janvier et en tournée dans toute la France. Premier seul en scène et je viens de recevoir un mot adorable que je suis obligée de vous lire. Philippe Lelouch, il est merveilleux, Philippe Lelouch. Je me suis régalée avec ces mots. Dites-lui, cher Cyrielle, je vais aller voir son spectacle. J'ai pris les places pour le 28 janvier. C'est trop mignon. Merci. Voilà. Je l'embrasse. Trop mignon. Vous embrasse également, chère Karen. J'en profite pour revenir justement à ce spectacle, un one-man show intime, personnel, qui est en partie une réflexion sur les hommes cinquantenaires, peut-être soixantenaires, sur notre âge et sur notre époque. Et on sent que, vous le dites, on veut faire jeune à 50 ans. Oui, non, mais il y a volonté. Oui, il y a une peur de la vieillesse qui doit être liée au principe de précaution avec lequel on grandit là de plus en plus, qui est aussi sur lequel il y a beaucoup à dire. Mais il y a cette peur de vieillir. Et cette volonté absolue. Alors c'est vrai qu'on fait plus jeune aujourd'hui. Complètement. On a l'air. C'est-à-dire que quand on regarde les films de Sautet, par exemple, dans les années 70, les mecs qui avaient 40 ans, ils assumaient complètement d'avoir 40 ans. Ils avaient plus de cheveux. La clinique du cheveu, ça n'existait pas. Hein. Ils mettaient des cravates, des costumes. Voilà. Nous, on met des baskets, des espèces d'ados attardés à 50 ans. Ça a des vertus. Et puis ça a un côté ridicule dont il faut rire. Parce qu'il faut rire. Parce que malgré tout, on les a, les 50 ans ou plus. Vous avez envie, on sent, d'une vieillesse à la Brad Pitt. Probablement. Un peu ça ou pas? Alors oui, vous avez raison. Non, vous avez raison. Bah, c'est formidable quand on a l'âge de Brad Pitt d'être encore regardé comme un très bel homme et non plus comme un ancien très bel homme. Mais j'ai surtout envie d'une vieillesse sereine et depuis assez peu, je dois le reconnaître, comme certainement beaucoup de mecs de ma génération, je me rends compte de mon inefficacité. De ma vie d'adulte sociale et politique et j'ai envie de laisser aujourd'hui, moi qui suis papa de 4 enfants, un joli monde à mes mômes sans qu'ils puissent me le reprocher. Voilà, c'est assez nouveau chez moi, c'est un peu triste d'avoir attendu aussi longtemps, mais je reconnais aujourd'hui que j'étais totalement inutile. Voilà. Donc ça veut dire quoi, Philippe Lelouch, que la prise de parole justement déloge ce sentiment, ou ça veut dire que peut-être potentiellement vous avez envie d'être plus actif politiquement parlant ou... Non, parce que je serais pas crédible et puis c'est pas mon métier, j'ai pas la connaissance suffisante. Je reproche aujourd'hui aux politiciens en général, en tout cas dans notre pays, d'être plus des gestionnaires d'entreprise que des hommes d'idées. Ouais, je crois qu'on a aujourd'hui besoin, on s'en fout un peu de la gestion là. Là, on a à nouveau besoin de gens qui assument leur position. Vous savez, de vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, il y a de la position à prendre et ces positions-là sont dures à venir. Mais j'aurais pas tenu ce discours-là encore. Il y a quelques mois. C'est probablement avec tout ce qui se passe aujourd'hui que je me rends compte du manque de poigne et d'idées, du b.a.-ba des idées, hein, de l'humanisme, des règles élémentaires. Bon, je vois que elles sont pas là, et nous en tant que citoyens, c'est trop facile de mettre ça aussi sur le dos de ceux qui nous gouvernent. Qu'est-ce que j'ai fait moi de ma vie d'adulte à part effectivement, comme beaucoup de gens, tenter de mettre mes enfants à l'abri, de réussir ma vie professionnelle, etc. Socialement, j'ai pas été là. Voilà. Alors il y a des moments, là où c'est tellement important qu'il faut l'ouvrir.
voilà. Maintenant, je suis un peu plus préoccupé qu'avant, c'est vrai. C'est un peu tard, je le reconnais, par l'avenir de ce pays. Vous trouvez qu'il est mal dirigé? Vous trouvez qu'il faut faire quoi différemment? On essaye tous, à nos petits niveaux ou grands niveaux, de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire, Philippe Lelouch? Être ferme à plein d'endroits. De dire, je me permets, vous parlez de fermeté parce que dans votre spectacle, il y a quelqu'un qui est ferme et pourtant c'est quelqu'un qu'on ne suit pas, c'est Anne Hidalgo. Pour refaire un parallèle. Oui, c'est très bien. Mais moi, vous n'êtes pas sans ignorer que je suis absolument à l'opposé de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Hein. Donc c'est pas, je le dis et je le répète dans le spectacle. Voilà, elle a massacré cette ville. Bon, mais vous avez raison. Elle va au bout de ses idées. Je préfère combattre quelqu'un qui va au bout de ses idées que quelqu'un qui n'en a pas. Voilà. Donc en ce sens, elle a mon respect. Et croyez-moi, ça m'arrache la bouche de le dire. Mais voyez, mais c'est pas ça. C'est faire respecter la République. Voilà. Aujourd'hui, faire respecter la République, c'est pas compliqué. Ça veut pas dire que j'appelle au fascisme, ni à la révolte, ni à tout ça. Je dis juste qu'il y a des lois et que les lois, il faut les respecter. Et puis il y a des b.a.-ba, des fondamentaux dans un pays qui est le nôtre, qui a été le pays des Lumières, voilà, et qui devrait le rester, qui devrait tout faire pour le rester. Philippe Lelouch, j'avais prévu de poursuivre avec un petit peu de votre spectacle et j'ai quand même envie de donner 2-3 phrases qui m'ont fait du bien, moi, que j'ai trouvé très brillantes. C'est l'amitié, c'est la roue de secours de l'amour. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Sur Anne Hidalgo et Paris, pour sourire, parce que forcément des gens en voiture sont en train de nous écouter. On lui a dit qu'il y avait un trésor, elle cherche. C'est comme un peintre en bâtiment qui retouche la Joconde, quoi. Je pense que cette phrase, on peut la dire sur pas mal de personnes auxquelles on peut penser aussi, oui, bien différemment sûr. Bien sûr, mais moi, en fait, j'adorerais retrouver droit de réponse. Voilà, je vais vous dire, parce que je trouvais ça magique qu'à la télévision française, il y ait des types qui s'insultent sur un plateau, qui sont pas d'accord, mais ils avaient le droit. Et il n'y avait pas le lendemain des menaces de mort ou de dire ah bah t'es un facho ou t'es un gaucho ou t'es... Non, il y avait une discussion. On s'engueule comme dans la vie, comme avec des copains à table, on s'engueule. C'est pas pour ça qu'on se fâche. Et je voudrais retrouver cette possibilité de discussion. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas d'accord. Alors c'est très juif ça. On n'est pas d'accord. Il n'y a pas un juif qui est d'accord l'un avec l'autre. Mais les 3/4 du temps, c'est assez drôle, sauf en ce moment. Mais l'idée, c'est de discuter. Et aujourd'hui, on a aboli cette possibilité de discussion et surtout la culture. Voilà, et que on se rend compte que voilà, il faut absolument avoir un avis sur les choses sans les connaître. Bon, c'est déplaisant, on en a déjà parlé. C'est vrai, mais pour avoir travaillé dans des émissions de télévision que l'on connaît, pour avoir été programmatrice de très gros talk shows, c'est vrai que dans les plateaux télévision, on essaye toujours d'avoir une forme de parité, que cela soit du côté des hommes et des femmes, des visages féminins et masculins en plateau, mais aussi sur des avis divers et variés. On essaye de faire ça, mais ça ne veut pas dire que ça marche. Non, non, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut le courage que très gentiment vous m'avez prêté tout à l'heure, c'est de dire ce qu'on pense. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'osent plus dire ce qu'ils pensent. Voilà, de peur de quoi? Philippe Lelouch, je vais me faire l'avocat du diable. Je vous en prie. Et du grand diable. Moi, je pense qu'il y a des gens qui pensent bien pire que ce que nous pouvons penser et qui justement ne parlent pas, mais agissent autrement. Ah, mais non, mais ça, c'est tout à fait autre chose. Voilà, mais chacun sa mission. Évidemment qu'il y en a qui agissent et c'est ceux-là qu'il faut bénir. C'est pas celui qui parle, c'est facile de parler. Je suis derrière un micro, tout à l'heure je vais m'en aller, j'ai dit ceux qui font, c'est ceux-là qu'il faut bénir. Mais il y a ceux aussi qui pensent à mal, encore plus mal, et qui agissent en sous-marin et en mal. Ah bah oui, ça malheureusement. Que voulez-vous que je vous dise sur la nature humaine? Mais c'est alors justement que les hommes de bon sens, c'est très difficile. Moi, il y a plein, j'imagine, comme tous ceux qui nous écoutent, comme vous ici à table. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que moi, je vous jure que je me la suis posée. Est-ce qu'en ce moment, je pense bien? Est-ce que je pense juste? Est-ce que, prenons cet exemple du conflit israélo-palestinien, est-ce que je pense juste? Est-ce que je suis pas omnubilé par une caste, par une religion, par une tournure de pensée? J'ai vraiment pas le sentiment, je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que je suis dans le camp des méchants, en appelant juste à ce qu'on arrête l'antisémitisme. Mais pire encore, qu'on arrête l'antisionisme. Moi, je préfère l'antisémite à l'antisioniste. Pourquoi? Mais parce que l'antisémite, il m'aime pas, mais au moins, il reconnaît que j'ai un endroit où aller. L'antisioniste, non seulement, il veut pas que j'ai un pays, mais en plus, il m'aime pas. Donc, est-ce qu'il veut que je meure? C'est quoi l'antisionisme? Tout le monde devrait être sioniste aujourd'hui, quand j'entends antisioniste. Mais est-ce que les gens savent ce que c'est que le sionisme? C'est la reconnaissance de la terre d'Israël. 2 départements de France. Un tout petit pays. Ça, on n'a même pas le droit?
Donc c'est encore pire l'antisionisme que l'antisémitisme. Celui qui m'aime pas, il m'aime pas, mais il me reconnaît le droit d'exister. L'antisioniste, il dit non, il a même pas le droit d'exister, encore moins dans un pays qui lui sera attribué. C'est horrible, mais moi je voudrais que le monde entier soit sioniste, parce que ça arrêterait peut-être l'antisémitisme. Voilà, si tous les juifs tout d'un coup avaient enfin un vrai pays, reconnu, 5 fois il a été refusé par les États arabes, 5 fois. Quand j'entends aujourd'hui, ils colonisent, c'est vrai, il y a des connards qui colonisent, on va être d'accord, ça c'est indéfendable. Et je fais partie de ceux qui pensent que Netanyahou, tôt ou tard, ira en prison. Voilà, je le pense. S'ils savaient seulement que les Israéliens eux-mêmes se sont battus contre Netanyahou, que c'est un pays démocratique, tous les Israéliens ne sont pas des colons, tous les Israéliens ne veulent pas l'annexion des terres, etc., etc. Mais renseignez-vous, apprenez. Moi, et encore, à défaut du conflit israélo-palestinien, parlons de la situation en France. Pourquoi les Juifs? Pourquoi encore les Juifs? Voilà. Et ça, moi, les seules fois où j'ai pris la parole, c'est non pas pour parler du conflit israélo-palestinien. Je serais ravi d'en parler si on me pose des questions. Mais c'est sur notre État en France, ici. Et c'est depuis quand les musulmans et les juifs peuvent plus marcher main dans la main? Depuis quand on est devenu, en France, tout d'un coup, des dangereux individus? Depuis quand les juifs posent des bombes, n'appellent pas à la paix? Enfin, c'est fou. Même des mecs que j'aime pas, comme Julien Dreybe, et lequel je suis pas d'accord. C'est quand même un juif qui a créé Touche pas à mon pote. On était là. Donc aujourd'hui, on peut plus vivre en paix, c'est pas possible. Dans ce pays-là où nous sommes en ce moment, on en veut aux Juifs. Faudra qu'on m'explique. Hein. On est antisioniste, mais en même temps, on nous assimile aux sionistes, on nous assimile aux Israéliens. Tout ça est infiniment compliqué. Mais non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Il y a des gens qui nous aiment définitivement pas, et je suis pas sûr qu'ils savent vraiment pourquoi. Merci beaucoup pour ces mots, Philippe Lelouch. On doit passer à la suite de cette émission. On va donc poursuivre avec de la culture. Et de la culture. Culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire, avec tout de suite la chronique Flashback d'Annabelle Guiraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Philippe. Bonjour. Et dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. Allez, c'est parti. Commençons en musique avec un tube collecteur de soft rock des années 80 et qui passe sur toutes les radios de France et de Navarre à l'époque. Live It Up de Bill Labunti. Extrait. Oh là là. C'est de loin mon morceau préféré. Ah oui, ça rappelle des souvenirs. Mais c'est surtout qu'on a envie d'être bien quand on écoute. Ouais. On a envie de rouler au bord de l'eau et d'être bien. Exactement. Voilà. Et nous sommes en 1982. Philippe, vous avez 16 ans quand vous écoutez la chanson Live It Up dans le poste radio. Et l'auteur-compositeur-interprète de ce tube mythique est Bill Labunti, 30 ans à l'époque. Bill est un précoce de la musique. Il apprend très tôt le piano avec sa mère et se rend compte que sa place n'est pas sur les bancs de la fac. À 19 ans, il quitte le lycée pour créer son propre groupe. Une aventure qui dure le temps d'un album. Mais Bill Labunti n'en reste pas là et rebondit. Fin des 70s. Sa passion pour le jazz se retrouve alors dans ses compositions prolifiques aux tendances dites soft rock californien. En 1982, il sort son 4e album solo intitulé Bill Labunti. On est à l'époque du 33 tours. La pochette, une photo de lui en noir et blanc et le disque débute avec Live It Up en première piste. Live It Up, une chanson autobiographique qui parle d'un homme qui se sent heureux de vivre le meilleur de sa vie. Un titre qui fait écho à sa rencontre avec Becky Foster, quelques temps auparavant. Becky, c'est une artiste de country music, alors rien à voir avec Bill. Hein. Ce qui va faire le lien entre les deux, c'est le groupe Stynydal, qu'ils affectionnent tous les deux. Depuis, l'idylle continue. Becky et Bill sont mariés, continuent à composer et se produire. D'ailleurs, pas plus tard que le 6 et 7 décembre dernier, Bill Labunti était au New Morning à Paris. Vous y étiez? Ah bah non, je savais pas. Sinon j'y aurais été voilà, volontiers. Ça c'est une belle information. Bravo. Bill Labunti. On continue en musique avec Pascal Obispo. Oui, Pascal Obispo, avec qui vous partagez notamment ce point commun. Le décès d'un papa est le stigmate de sa perte. Orphelin de père, ça marque. Il y a un avant et un après. L'art peut être un puissant remède pour expulser la douleur et continuer à avancer. Vous l'avez fait en film, Nos plus belles vacances, en livre, N'oublie pas d'être heureux, et enfin avec votre actuel one-man show, Stand Alone. Et pour Pascal Obispo, la perte de son père, c'était en 2012. Ça a été un bouleversement personnel. De là est né un album intimiste en 2016. Je vous propose d'écouter un extrait d'une des 12 chansons, Jamais adieu. Entendras-tu dans mon silence vivre et mourir au même lieu, dire au revoir, jamais adieu.
Nous sommes en 2012. Pascal Obispo perd son papa, Max, ancien footballeur professionnel au club des Girondins de Bordeaux et aussi homme de lettres. Après sa mort, le chanteur récupère un carton avec des affaires de son défunt papa. Un carton qu'il laisse dans un coin pendant 3 ans. Puis un jour, il a un coup de blues. Il a fini sa dernière tournée, il est chez lui. Il sait pas quoi faire de son cuir. Et il décide alors d'ouvrir cette fameuse boîte. Et là, à l'intérieur, des livres, des vieux cahiers d'écoliers et des bouquins de poésie, dont certains avec des pages cornées. Et là, il tombe sur des textes de Marceline Desbordes-Valmore, une des plus importantes poétesses du 19e siècle, qui allie douceur et douleur intense. Pascal a le coup de foudre artistique. Il achète alors ses œuvres complètes et décide de les mettre en chansons. Et c'est comme cela que naît Billets de femme, un album lyrique, symphonique et parsemé de pop. Dans la chanson Jamais adieu, comme pour le reste des 11 pistes de l'album, on y parle de sentiments, d'amour et de désamour avec des paroles du 19e siècle, toujours d'actualité. L'amour, source d'inspiration et d'émotions qui sont intemporelles. Vous connaissiez cette chanson, Philippe Lelouch? Non, je la connaissais pas celle-là. Elle est magnifique et c'est un Ouais. plaisir de l'avoir découverte. Bravo Annabelle Guiraud-Amour. Toujours, on poursuit avec une de vos lectures favorites, Philippe Lelouch, et il s'agit du Livre de ma mère. Ouais. Oui, Le Livre de ma mère, ouvrage autobiographique d'Albert Cohen dans lequel il écrit la tristesse de la perte de sa maman tout en célébrant la puissance de l'amour maternel. En effet, pour Albert Cohen, le départ de sa maman fut un véritable drame. Je vous raconte en bref son histoire. Albert Cohen est né en 1895 en Grèce. De parents juifs et victime de pogroms, la famille décide alors d'immigrer à Marseille. Albert réalise une carrière dans le secteur diplomatique et écrit aussi en parallèle. Et lorsque sa mère meurt en janvier 43, l'auteur écrit 4 textes successifs intitulés Chants de mort. 1, 2, 3 et 4, qui sont une ébauche en 4 parties du Livre de ma mère, publié en 1954. Et dans ce récit autobiographique, il évoque son enfance et brosse le portrait d'une femme qui n'a vécu que pour et par son fils. Nostalgie et émotion, mais aussi humour et autodérision ponctuent cet hommage d'un fils à sa mère. Perdre sa marche arrière. Voilà une formule d'Albert Cohen pour exprimer son désarroi après la perte de sa mère. Et pour vous, Philippe, la vie de votre père comptait systématiquement avant de vous lancer dans un projet? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. J'y pense en permanence, évidemment, mais je sais qu'il y a des fois où il serait pas d'accord. Hein. Mais c'est bien. J'ai dit ça il y a pas très longtemps à la radio. C'est merveilleux de demander. Moi, j'adorais demander qu'est-ce que t'en penses, papa. Et quand il était pas d'accord avec moi, souvent ça m'emmerdait, puis j'écoutais pas. Mais c'est juste de pouvoir demander à son père. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Je suis d'accord avec cette formule de la marche arrière. C'est extraordinaire. Pouvoir être en accord et en désaccord, comme on le disait tout à l'heure, mais échanger en tout cas. Oui, et puis voilà. Et puis il y a ça. Il y a quelque chose de réconfortant, évidemment, chez ses parents. Voilà, mais c'est un des premiers commandements, je crois. Hein, si c'est pas le premier, tu honoreras ton père et ta mère. Je sais pas grand-chose, mais ça, je le sais. On termine avec une série qui vous passionne, Le Maître du Haut Château. Oui, en ce moment, je regarde ça. Oui, c'est magnifique. Bah oui, j'ai commencé cette série, mais il y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, sur Amazon, j'ai vu ça. Et le postulat de départ, c'est les Allemands et les Japonais qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils co-dirigent les États-Unis, la côte est par les Allemands et la côte ouest par les Japonais. Et la vie, là, voilà. C'est assez fou de revisiter l'histoire comme ça, et c'est assez passionnant, voilà. Oui, tout à fait. Alors, Le Maître du Haut Château, c'est une série américaine qui est adaptée d'un livre, qui a été écrit en 1962 par Philip Dick, et on va écouter un petit bout du générique. Et quand on entend ce générique, on ne s'attend pas à une série dite uchronique avec une telle histoire. Et si les États-Unis avaient perdu la Deuxième Guerre mondiale? Je vous fais le synopsis, vous l'avez fait un petit peu, Philippe. Pardon. En 47, c'est pas grave, on va rajouter quelques touches. L'Allemagne nazie et l'Empire du Japon ont remporté la Seconde Guerre mondiale et se sont partagés les territoires des États-Unis. Vous avez à l'Est, qui est contrôlé par l'Allemagne, et l'Ouest, c'est le Japon. Puis entre les deux, il y a une zone neutre, avec notamment le foyer de résistants. Et en 62, alors que le Führer Adolf Hitler est malade, les tensions politiques entre l'Allemagne et le Japon sont alors paroxysme. Et dans cette ambiance de guerre froide, un groupe de résistants tente de sécuriser les images d'un film qui s'appelle La sauterelle pèse lourd en français, The Grasshopper Lies Heavy. Et il s'agit de films secrets créés par un énigmatique maître du haut château. Ces vidéos mystérieuses montrent une réalité parallèle, la nôtre en fait. Et un groupe de résistants cherche alors à envoyer ces précieux films dans la zone neutre. Mais les polices japonaises et allemandes les surveillent et sont sur leurs traces. Transporter ces vidéos va se faire au péril de nombreuses vies.
Le Maître du Haut Château, un feuilleton haletant de 4 saisons à retrouver sur Prime Video. Et donc on s'invente une autre vie, une autre réalité, un autre bout d'histoire. Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. Ouais. Ça vous fait peur, ça? Quand vous regardez cette série-là, vous vous dites que ça aurait pu être pire? Vous dites quoi? Oui, mais c'est moi vous savez, quand la première fois il y a quelques années où je suis allé au musée Yad Vashem à Jérusalem, je m'étais préparé comme un fou en disant tu vas pleurer. Donc surtout faut pas que tu pleures. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé dans le musée, c'est qu'au début, dans les premières salles, parce qu'ils font presque par chronologie, il y a les discours d'Hitler, mais dans leur longueur, parce que souvent quand on les voit en France, on voit des extraits, on voit un mec excité avec une petite moustache, et puis ça passe vite à autre chose. Là, je regardais un truc dans la longueur, et je me disais waouh. Et je me souviens avoir eu cette pensée, le diable a failli gagner, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce de noirceur, d'où les uniformes, hein, d'ailleurs, tout ça est pas hasardeux à mon avis. Et je me suis dit, mon Dieu, à côté de quoi on est passé. Voilà. Et pour vous dire, pour aller au bout de l'histoire, finalement, j'ai pas pleuré dans le musée. J'ai pleuré en sortant quand j'ai vu les arbres des justes et le nom de tous ces Français anonymes. Et à ce moment-là, je dois reconnaître que j'étais fier d'être juif et français avec ces gens pour aucune raison, qui ont juste protégé des femmes et des enfants. Enfin voilà, ça m'émeut terriblement. Et donc voilà, je me dis qu'il faut que notre devoir, c'est nous, c'est d'expliquer. On en revient voilà, finalement la boucle est bouclée. On en revient à ce qu'on se disait au début. Il faut qu'on continue partout d'expliquer, de parler, de dire non, on n'est pas les méchants de l'histoire. Voilà. Merci beaucoup Philippe Lelouch et Annabelle Guiraud pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vais poursuivre cette émission avec une citation, Philippe Lelouch d'Oscar Wilde, qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons de faire ça ensemble maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. » Avec plaisir. Philippe Lelouch, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi? Pas grand-chose. Peut-être j'aurais finalement fait ce qui était mon premier désir, c'est d'être avocat. Voilà, peut-être que maintenant que je connais un peu la vie d'artiste, j'aimerais la rendre utile. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie? Ah, c'est très facile. Va là où ça te rend heureux. Va toujours. C'est le seul chemin que tu dois prendre. C'est ce qui te rend heureux. Vas-y, parce que tu le feras bien. Voilà, et t'auras jamais l'impression de travailler. Vous savez, moi je dis toujours cette expression là, ça va comme un lundi. Ça a été inventé par. C'est pas le lundi qui pue, c'est le boulot du mec. Hein. Voilà, c'est le lundi, c'est un jour comme les autres. Donc, pour ne jamais dire cette phrase, ça va comme un lundi. Alors faut aller là où ton cœur te dit d'aller. Voilà, on dit ton cœur plus simplement. Moi, je pense qu'il y a des signes qui sont envoyés. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait, oui. Donc on laisse tomber l'avocat. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi? Oh, j'ai aimé tous les âges. Évidemment, je serais tenté de vous dire la jeunesse, mais c'est pas vrai parce que alors s'il faut vraiment faire un choix, les 16 ans, les 15 ans. Ouais, vous en parlez sur scène. Les 15 ans, vraiment. C'est vrai? Ouais, parce que cette époque absolue 20 ans, c'est pas un super âge. Hein. C'est l'âge où on commence à s'inquiéter. À 15 ans, on s'inquiète pas. On n'a rien à foutre de rien. On a que les obsessions des copains. C'est le moment d'ailleurs à 15 ans où on choisit une autre famille, celle de ses copains. On néglige un peu la sienne d'ailleurs. On préfère aller vers ceux qu'on a choisis. Donc 15 ans, ouais. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et pourquoi? La plus grande erreur de ma vie et pourquoi? Peut-être que la plus grande erreur de ma vie, c'est peut-être à l'âge de entre 30 et 40 ans où j'étais préoccupé plus par une réussite que par l'éducation de mes enfants à qui j'ai manqué à ce moment-là. Je m'en veux de ça. J'aurais dû essayer de faire un peu plus les deux. Voilà. Et j'étais un peu plus concentré sur la réussite. En tout cas, l'envie de faire. Est-ce que justement aujourd'hui, il y a quelque chose que vous aimeriez faire, Philippe Lelouch, mais que vous ne faites pas? Du régime? C'est ça, vous voulez m'entendre dire? Non. C'est pas le bon moment, c'est les fêtes de fin d'année. Non, qu'est-ce que j'aimerais faire et que je fais pas? Non, j'ai pas
Globalement, j'ai pas ça. Je peux pas vous répondre à ça. Une chose que vous avez faite cette année dont vous pensez vous souvenir toute votre vie. Il y en a plusieurs, il y en a deux. Il y a mon arrivée seul sur scène, parce que c'était un pari, c'était un risque. Et ce tatouage, parce qu'il est la marque de quelque chose que je pensais pas vivre. Si je vous parle d'amour, Philippe Lelouch, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? Définitivement vivant. L'amour, c'est les vacances de la vie. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi? J'enlèverais cette nervosité impatiente. Voilà, j'ai toujours un truc je suis pas programmé pour faire la queue, quoi. Voilà, il y a un truc qui est voilà, je peux partir, moi, d'une boulangerie s'il y a trop de monde devant. Voilà, c'est débile. Je suis impatient. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure? Quelle serait ma première mesure si j'étais président de la République? Waouh, ça c'est une très belle question. Je pense que je rendrais la laïcité de la République efficace. Qu'aimeriez-vous faire enfin? Ou qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous pour terminer, Philippe Lelouch? Il était sympa. Il était sympa. Merci Philippe Lelouch. Je rappelle qu'on peut retrouver Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale. 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite. Le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour à tous. Au 73e jour de guerre en Israël, un nouvel accord pour la libération des otages va-t-il émerger? C'est en tout cas ce que veulent croire nombre d'Israéliens alors que les chefs du Mossad et de la CIA rencontrent le Premier ministre qatari en Pologne. C'est ce que nous explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Un processus qui s'annonce long et ardu selon des sources israéliennes, sachant que le Hamas ne va évidemment pas hésiter à faire monter les enchères. Les familles des otages sont, elles, de plus en plus anxieuses pour le sort de leurs proches prisonniers à Gaza et elles campent maintenant nuit et jour devant l'entrée du ministère de la Défense à Tel Aviv, alors que Yoav Gallant a reçu tout à l'heure à Tel Aviv son homologue américain, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui s'entretient d'ailleurs maintenant avec Benjamin Netanyahou. On attend d'ici une heure environ un point de presse conjoint. On sait que les États-Unis, eux aussi, participent aux efforts en vue de libérer des otages. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Tsahal annonce avoir pris le contrôle d'une nouvelle ville dans le nord de la bande de Gaza. La 252e division de réserve de l'armée israélienne a achevé ses opérations contre le Hamas dans la région de Beit Hanoun. L'armée qui a transféré la responsabilité du secteur à la division de Gaza. En revanche, du côté du front nord, des avions israéliens frappent des sites du Hezbollah suite aux multiples attaques du groupe au niveau de la frontière. Les cibles visées comprennent des lance-roquettes, un bâtiment militaire et d'autres infrastructures qui appartiennent à l'organisation terroriste libanaise. C'est dans ce contexte que la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna s'est déplacée au Liban, le Liban où elle doit rencontrer le Premier ministre du pays et le chef du Parlement allié du Hezbollah. Les inquiétudes sur les difficultés d'approvisionnement via la mer Rouge font grimper les prix du pétrole. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février dépasse désormais les $79. Plusieurs géants du transport maritime mondial ont annoncé ces derniers jours que leurs navires éviteraient la mer Rouge en raison de la multiplication des attaques dans cette zone par les rebelles Houthis du Yémen. Dernier en date, le Taïwanais Evergreen en début d'après-midi, quelques heures après la société pétrolière britannique BP.
L'Union européenne ouvre une enquête contre le réseau social X, ex-Twitter, une investigation pour des manquements présumés aux règles continentales en matière de modération des contenus et de transparence. Une première dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques. L'époque où les grandes plateformes en ligne se comportaient comme si elles étaient trop grandes pour se préoccuper des règles est révolue. Voilà ce qu'a déclaré le commissaire européen chargé du numérique Thierry Breton, qui promet de protéger nos concitoyens et nos démocraties. En France, plus qu'une petite heure avant que la commission mixte paritaire ne se réunisse pour trouver un accord autour du projet de loi immigration. La commission doit décider du sort du texte porté par le ministre de l'Intérieur. À terme, il sera soit remodelé, soit enterré. La majorité et la droite ont par ailleurs tenté de se mettre d'accord avec une troisième rencontre hier soir entre la première ministre, le président des Républicains et les patrons des sénateurs et des députés du parti. Gérald Darmanin veut croire qu'un accord est proche d'aboutir. Disons que nous avons balisé le chemin pour trouver à partir du texte du Sénat les moyens, la possibilité de nous mettre d'accord, même si évidemment il y a encore beaucoup de détails à régler. À ce stade, on ne peut pas parler d'accord, mais on peut dire que ça avance positivement. Donc, d'abord parce que c'est la commission mixte paritaire qui décide, c'est-à-dire le Parlement, l'Assemblée et le Sénat, leurs délégations qui se mettent d'accord. Et encore une fois, nous avançons positivement, mais il y a encore beaucoup de choses. Il y a plus de 100 articles sur ce projet de loi, beaucoup de détails encore à régler. Disons que nous sommes plus près d'un accord que d'un désaccord. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce matin au micro de LCI. Enfin, côté sport, les Françaises sont devenues championnes du monde de handball pour la troisième fois. Invaincues lors de la compétition au Danemark, les Bleus ont battu leur rivale norvégienne en finale hier soir 31-28. La France a finalement bien maîtrisé son jeu face à la Suède, tenante du titre qu'il avait tant et tant martyrisé lors des précédentes finales. Prochain défi pour ces filles aux airs de Grèce, conserver leur titre olympique dans 8 mois à Paris. En attendant, elles ont rendez-vous à l'Elysée ce soir pour rencontrer le président de la République et fêter leur victoire. Et merci beaucoup Etani Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une petite pause, c'est la suite de notre émission avec mon invité Philippe Lelouch sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Assassinat, pogrom, rapt, mais aussi transactions boursières, malversations financières. Le vrai visage du Hamas, notre dossier spécial. Et puis, un entretien exceptionnel avec l'historien Georges Bensoussan. Il raconte comment le nationalisme palestinien s'est largement constitué en réaction au sionisme. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, merci beaucoup de nous accompagner avec mon invité aujourd'hui, Philippe Lelouch, pour son premier one-man show stand-alone au Théâtre de la Madeleine. C'est à Paris jusqu'au 28 janvier et en tournée dans toute la France. Et tout de suite, on découvre le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Audran. Bonjour. Vous êtes acteur, vous êtes chanteur. On va découvrir votre nouvelle EP qui s'appelle Emoji Plus, un condensé de 2 projets. On en parle dans un instant. Mais d'abord, on va découvrir Flash, qu'on va écouter un peu comme un court-métrage, si je ne m'abuse. D'accord. On le découvre et on revient. Tout est question de flashback, tout est memories, tout est question de flashback, tout est question de timing, tout est question de flashback. Tout est question de flashback, tout est question de timing, tout est question de flashback. Et est-ce que tu te rappelles ton
premiers jours au collège. Et est-ce que tu te rappelles? Avoue que tu faisais tout pour la fame. Mais est-ce que tu te souviens? Cette fille qui te prend par la main, elle veut que tu sois son petit copain. Toi tu rougis devant les copains. Car est-ce que tu te rappelles que c'était pas la plus belle, mais que pour toi c'était elle, à la vie éternelle? Et est-ce que tu t'es vu à la pause déj à midi une, ta bande de potes tu craches dessus, et toi qui suis et qui l'insulte? Et est-ce que tu te rappelles, tu rentres chez toi après les cours et tu te dégoûtes, y'a pas 10 000 raisons, c'est la pression du groupe, ouais, c'est la loi de la jungle. Ça va, tu t'en sors plutôt bien, t'es le gars moyen que les gens aiment bien, tu les fais rire et ça t'aime bien. Et est-ce que tu t'es vu quand t'es devenu un peu popu, tu joues au foot, tu mets des buts, tu fumes, tu bois, t'as des plans cul, putain c'est cool la vie. Et même le lycée c'est easy, tu taffes que dalle, t'as 12 et demi, l'histoire d'avancer dans les livres. Maintenant c'est ta place, t'es le king, tout le monde veut être dans ton équipe. Tu souris comme dans les clips, tu fais le mec ouf, tu fais le mec in, mais dans ton beat ça pique comme un arrière-goût de plastique. On en parle de ta famille, t'es non dit des trucs enfouis. Tout est question de flashback, tout est memories, tout est question de flashback, tout est question de timing, tout est question de flashback. Tout est question de flashback, tout est memories, tout est question de flashback, tout est question de timing, tout est question de flashback. Flash, chanson d'Audran sur l'antenne de Radio J. Rebonjour Audran. Bonjour. C'est un plaisir de vous découvrir. J'ai envie de vous demander, parce que je vous connais moi en tant que comédien dans la série Les Bracelets Rouges. Vous avez le rôle de Thomas Lancret. Ouais. Comment vous êtes arrivé à la musique? À quel moment vous avez envie de chanter? Et qu'est-ce que cet album que vous êtes en train de sortir, qui s'appelle Emoji Plus, veut dire? Alors la musique, c'est que ça a commencé très tôt quand j'étais enfant avec le solfège. J'ai appris le saxophone et le solfège. Et puis j'étais trop petit, donc j'ai d'abord fait de la flûte aussi avant parce que j'avais trop petits doigts, je pouvais pas atteindre les notes. Alors ça, c'est un grand sujet avec Philippe Lelouch. Ah bon? Dans son spectacle sur scène en ce moment, on parle beaucoup de flûte. Ah ben voilà. Mais en gros, quand je suis arrivé en 6e avec l'option musique, quoi, j'étais bouillant parce qu'en fait ça faisait 4 ans que je travaillais la flûte et tous mes camarades eux étaient impressionnés. Et puis après je suis passé au saxophone et puis les mots aussi, j'ai toujours adoré la langue. Et puis la langue, j'ai commencé à faire du rap du coup. Ça c'est un peu du rap la flash quand même, mais de plus en plus je me tourne vers la pop. Et voilà, c'est les assonances aussi que j'adore ça. La pop qu'on peut découvrir avec Ainsi soit-il. Absolument. Hein, ouais. On va découvrir un petit bout. Ok, trop bien. Salut Jacopo, du café s'il te plaît. Pourquoi tu rigoles? Hein? Réponds-moi. Hein? Et au fait, qu'en est-il de tes souffrances juvéniles quand tu voulais te buter pour un truc flingué? Et tu vois bien que t'en as trop fait. T'en rigoles maintenant, désabusé. Les souvenirs c'est pas si dur, ça ne tient pas sur le sable mouillé. À quoi ça tient tout ça? Tu croyais tout maîtriser, mais faire un choix ça n'implique pas que toi. Regarde autour de toi, ressens les ondes, les énergies, les vibrations, tout est prédéfini. Et quand tu te plantes, pied d'appui, tu rebondis. C'est ainsi. Et oui, on est en train de découvrir ce titre que j'aime beaucoup, qu'on peut tout à fait imaginer. Donc c'est pour ça que je vous parlais de court-métrage en début d'émission. Ouais. Il y a cette volonté à s'imaginer justement ce qui est en train de se passer avec ce fameux Jacopo, qui est un ami à vous. Oui, c'est un ami poète qui était avec moi dans le 14e. Il a une boutique qui était en bas de chez moi. Et c'est un fantaisiste collectionneur qui a une boutique avec plein d'objets. Et c'est un ancien architecte et qui disait que dans l'architecture, il voulait créer des maisons où on pouvait changer les murs tous les jours, comme des barricades, comme il dit. Et en fait, c'est pas possible. On lui a dit, en fait, tu peux pas faire ça. Donc, il a créé cette boutique où, en gros, il y a plein d'objets. Et en fait, faut passer comme ça, faut être un contorsionniste, comme il dit. Et voilà, donc il est passionnant et il sort des punchlines, notamment quand je lui demande est-ce qu'il croit en Dieu. Il dit, non, je pense pas, mais peut-être que lui, il croit en moi. Voilà, il est exceptionnel. C'est très, très joli ce que vous êtes en train de nous raconter. Au saxo, c'est vous? Oui. Que nous sommes en train d'écouter. Parlez-nous de cette EP Emoji Plus qui, je crois, est très éclectique.
Oui, absolument. Mais ce que vous dites sur le court-métrage, c'est ça, c'est que j'ai essayé de faire une sorte de l'histoire d'un garçon d'une nuit, un garçon qui se pose des questions et qui du coup est très sombre sur sa société, très cynique. Et puis au fur et à mesure du temps, il s'apaise pour arriver jusqu'à Ainsi soit-il, où là il chante en fait. Au début, il est très sombre et il fait du rap, puis après il chante. C'est le petit matin. Il y a dans cette EP plusieurs croyances, les liens, les énergies entre les gens, les cycles, les vertus de l'échec et Dieu. Oui. Quel lien entre tout ça? C'est tout ce qui se passe dans ma tête. En fait, c'est vraiment tout ce qui se passe dans ma tête et c'est un combat quotidien d'une génération dont on parle souvent, qui est un peu perdue parce que on a eu beaucoup de choses. On est abreuvé d'énormément de choses aussi. Vous avez quel âge, si je peux me permettre? 29 ans. 29 ans. Ouais. Et voilà, et en fait on a énormément d'informations, on sait beaucoup de choses, donc on est peut-être plus cynique, enfin j'en sais rien, mais en tout cas voilà, il y a un truc où on se pose énormément de questions et on a envie de bien agir et de pas dire la bonne chose au bon moment. Enfin c'est très compliqué. On dit souvent que la jeune génération qui arrive, la vingtaine, qui va évoluer, a plus de conscience que celle des trentenaires, des quarantenaires ou des soixantenaires, notamment sur l'écologie, mais on peut parler aussi du reste. Est-ce que vous pensez que la jeunesse actuelle, c'est justement l'avenir, avec un grand A? Ouais, on est obligé de toute façon. Enfin, faut bien qu'on prenne notre combat à bras le corps, mais c'est compliqué. Oui, on est. Je sais pas si on est plus lucide, mais en tout cas, il y a un truc. Moi, je sais que dans notre génération, on est assez un peu cynique, réaliste. En tout cas, beaucoup réaliste, parce qu'on sait beaucoup de choses, mais en même temps, il y a beaucoup d'intox aussi. Donc, faire du tri et de la nuance. C'est d'ailleurs le thème de mon prochain album. C'est vraiment ça, quoi. Essayer en tout cas. Parce que vous avez grandi avec Internet, moi aussi avec le fact-checking, avec toutes ces fausses informations, avec tout ce qu'on croit savoir, mais en réalité qui n'est pas. On a parlé de cynisme réaliste. Ça me fait transitionner vers les bracelets rouges. Pour le coup, il y a cet ADN-là dans cette série très forte. Comment vous êtes arrivé dans cette série, dans le rôle principal en plus? Ouais, et ben écoutez, c'était par un casting. Ça faisait Ah ouais, ça c'est le truc. C'est la chanson que vous avez composée pour la série. Ouais, absolument. Et bah c'était un casting. J'ai passé un casting en 2016 et je l'ai eu. Il y a eu 5 tours et puis je l'ai eu, quoi. Donc c'est comme ça, c'est grâce à mon agent. Et depuis, j'ai envie de vous dire que tout vous sourit. Vous êtes au théâtre très souvent. Où est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être prochainement? Prochainement, c'est au Théâtre Antoine. Là, j'en sors là justement. Théâtre Antoine pour l'adaptation du Cercle des Poètes disparus. Donc si vous voulez venir, génial. Je vous invite, quoi. Génial. Ça va être sur plusieurs dates, sur un long moment, un grand laps de temps. 4 mois et demi. Ça démarre quand? Là, le 24 janvier. 24 janvier. Qui joue Robin Williams? C'est Stéphane Fraisse. Stéphane. Ah, génial. Voilà. Bon. Et on est une super troupe de jeunes, donc venez, ça va être super. Et ben avec grand plaisir, on lancera l'invitation à Stéphane Fraisse, c'est promis. On vous retrouve donc à l'affiche de ce spectacle, et puis vous serez à l'affiche aussi en 2024 d'un long métrage aux côtés de Cadmerade, Clovis Cornillac et Isabelle Carré. Ce sera quoi? S'appelle Le Larbin, c'est un jeune garçon, donc je suis le fils de Cadmerade. Cadmerade détient tous les relais châteaux de France, donc il est très riche. Moi je suis son fils, donc je suis très riche, mais je branle rien. Et je fais des projets X dans les suites royales de ces châteaux. Et pour me changer, il va avoir l'idée en fait de me faire croire que je remonte le temps dans l'un de ces châteaux avec plein de figurants et des acteurs qui me font croire que je remonte le temps et que je deviens le valet de pisse du vicomte du château. Donc c'est comme ça que je vais apprendre ma vie et que je vais me prendre des baffes de tous les côtés, quoi. Et bah écoutez, on est ravis de vous avoir découvert, Audran. Cet album-là qui est en fait un album recomposé, on peut dire ça, remasterisé, qui fait partie de 2 projets, 2K22 et Emoji. On peut le retrouver où exactement? Spotify et toutes les plateformes. Spotify, Deezer, toutes les plateformes. En attendant, on vient vous chercher sur les réseaux sociaux. Audran, AUDRAN. Ouais, point wave. Ah non, Audran fait de la musique. Ça c'est la musique, et acteur c'est Audran.Catin. Audran.Catin, C-A-2-T-I-N. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio G. C'était un grand bonheur de vous découvrir. Et bien bonne chance pour la suite, parce qu'il y a du pain sur la planche, comme on dit, mais c'est bien, c'est du bon travail. Merci beaucoup, Audran. Merci. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio
Radio J. 15h, 16h30. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Philippe Lelouch. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Oh là là. Allez. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, je vous ai écouté très attentivement pour essayer de glaner des éléments qui me semblent fondamentaux pour qui aborderait votre personnalité aujourd'hui, dans 100, dans 1000 ans, qui sait peut-être, vous rentrez dans cette postérité-là. En tout cas, j'ai noté les 3 mots-clés, les 3 signifiants maîtres, comme dirait un psychanalyste: impatient, amoureux et fidèle. Et je me suis dit que c'était vraiment des mots des années 70. Oui, sûrement. C'est amoureux et fidèle, vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus... mais fidèle, ça, c'est pas seulement dans le thème amoureux, c'est oui. Peut-être même là où je l'ai été le moins. Non, je parle de... Oui, comme dans les années 70, ouais, c'est vrai aussi. C'est possible. En tout cas, impatient, amoureux et fidèle, nous avez-vous dit. Ouais. Et je trouvais que c'est des mots qui allaient très bien ensemble, très complémentaires aussi. Alors, on vous a entendu penser, vraiment, pendant cette heure et demie, mais vraiment penser, en fait. Ça s'appelait pas le jeu de la vérité, mais presque. Au fond, vous nous avez dit la vérité, vous avez été au plus proche de votre vérité psychique, au sens effectivement psychanalytique du terme. Je vous ai senti très à l'affût du mot le plus juste possible pour vous définir. Et vous avez plaidé, alors si j'ai bien compris, pour un monde tout en nuances, au fond. En nuances, en subtilité, où il ne s'agit pas de tomber dans des écueils de radicalité, de vulgarité, de raccourcis idéologiques, où on serait en permanence en train de se caricaturer les uns les autres. C'est bien ça, j'ai bien compris. Merci. Oui, merci si c'est clair pour vous. Oui, c'était très clair dans votre manière de l'aborder. Et vous avez pris le risque d'être un homme en disant ce dont vous rêviez, ce que vous croyez, quitte à déplaire. Et je crois que ça, c'est votre créneau, au fond. Votre credo et votre créneau. C'est être au plus proche de cette vérité, quitte à déplaire, quitte à peut-être aussi ne pas être... quitte à provoquer, justement, ceux qui pensent l'inverse. Il y a quand même un goût de la provocation chez vous, je trouve. Oui, nécessairement, sûrement. Oui, bien sûr. Alors, vous n'êtes ni fou ni aveugle, Philippe Lelouch. Vous qui êtes le fils d'un autre Claude Lelouch. Il faut quand même le faire, même si Lelouch ne s'orthographie pas de la même manière. Mais malgré tout, je trouve que pour un acteur de cinéma, il y a quelque chose de l'inconscient à l'œuvre, là, dans un Claude Lelouch qui savait bien que l'autre Claude Lelouch existait. Et vous qui regrettez aussi l'époque de Claude Sautet où les hommes ne passaient pas forcément par la clinique des cheveux pour être beaux dans les yeux des autres. Je trouvais ça très beau aussi pour vous qui avez des cheveux. Je me suis dit, sans passer par la clinique des cheveux, avoir des cheveux aujourd'hui, c'est quand même un luxe absolument fondamental. Oui, mais c'est vachement bien. J'entends bien l'humour que vous mettez là-dedans, mais pas forcément d'ailleurs. Non, je trouve ça beau, moi, un mec qui a perdu ses cheveux. Enfin, il n'y a pas de. Oui. C'est un homme, quoi. Merci beaucoup. Ouais. Alors, au fond, cette carrière qui donne tout finalement à votre, qui tord à votre père quand il disait acteur, ça veut dire clochard. Acteur, ça veut dire clochard. Et ça en dit long quand même, cette formation réactionnelle, cette envie de réagir contre le père et de vous inscrire vous en tant qu'acteur vedette quand même aujourd'hui. Et cette carrière. Mais avec un petit regret quand même. Oui. Que nous avons entendu. Philippe Lelouch, pour le métier d'avocat. Oui. J'ai la chance d'être très ami avec Éric Dupond-Moretti, que j'ai mis en scène au théâtre bien avant qu'il soit ministre. J'étais très admiratif. J'ai été le voir plaider, un ténor absolu. J'étais très admiratif de ça et je me disais, vous vous souvenez de cette chanson de Julien Clerc qui chantait « Je veux être utile à rire et à chanter ». Oui. Voilà. Oui. Il y a un moment, dans tout ce que nous faisons, parce que nous, notre métier, à toi, à moi, on fait très sérieusement des choses pas sérieuses, on est d'accord ? Voilà, bon. Tout à coup, me dire, il y a quand même des mecs qui mettent leurs mots et leur talent au service de sauver, à tort ou à raison, mais en tout cas, sauver des gens. Voilà, nous, on fera pas ça. On n'aurait jamais cette chance-là ou je sais pas, en tout cas, cette mission-là. Donc voilà. Philippe Lelouch, vous ne pensez pas que la culture sauve ? Oui. Parce que ces derniers temps, on a beaucoup dit ça. Non, oui, on a dit. Alors moi, je vais répondre à ça. Oui. Pendant le Covid, on disait la culture est essentielle. Mon cul, tout le monde s'en foutait de la culture. C'était le vaccin qui était essentiel. Moi, tous ces artistes disaient on est essentiel, non, t'es essentiel pour personne. Là, on a peur de mourir. D'accord. En ce moment, on est essentiel.
Parce que c'est tellement anxiogène, tout ce qu'on vit, qu'on a besoin de rire, de se marrer, etc. Voilà. Mais je pense pas. Je pense que la culture, la vraie culture. Voilà, le haut du pavé, les Albert Cohen, les Camus, tous ces gens-là, oui, parce que c'est des gens qui aident à réfléchir. Moi, j'ai pas du tout cette prétention-là. À quoi sert une carrière d'acteur si elle est désarmée, pour pasticher Julien Clerc? Ça. Mais vous, elle est pas désarmée, cette carrière. C'est là où je suis pas d'accord. C'est mignon. Merci de me dire ça. Moi, c'est pas une mignonnerie, quoi, votre carrière. Je pense que vous avez des choses à dire. D'ailleurs, vous l'avez dit aujourd'hui, avec Cyrielle, on a senti quelqu'un qui se positionnait, et ça, c'est assez rare. Donc, acteur, ça ne veut pas dire clochard. Donc ça, c'est déjà votre père. Ça, je le sais. Alors, cette célébrité rêvée, vous l'avez acquise, cette reconnaissance attendue. Je dirais boire, fumer, conduire vite, même si on ne peut plus rouler à 150 à l'heure en fumant et en donnant des tartes à ses enfants. Et ça, alors ce n'est pas tout à fait un regret, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'une grande nostalgie, en tout cas, à vous entendre. Et cette émission, je dirais, était un hymne à la vie, à la liberté et aux lumières. On se souvient de cette intelligence 18e qui croyait en l'homme, qui hissait l'humanisme au-delà de tous les dieux. Et voilà ce que vous avez réitéré, au fond, dans cette émission. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et je trouve que il y a quelque chose en vous qui incarne la cinquantaine radieuse, pour qui c'est rire de lui-même en assumant ses convictions, ses émotions. Et on se dit finalement, peut-être, et puis ça c'est la grande question psychosomatique au centre des questions, des réflexions psychologiques aujourd'hui, se faire un cancer. Vous savez, cette idée de se faire un cancer. Au fond, quand on rit, quand on est en cohérence avec ses propres idées, quand on sait les verbaliser, ce qui n'est pas donné à tout le monde quand même, quand on a une éthique chevillée au corps et au cœur, on a peut-être moins de chances de se faire un cancer. J'en suis persuadé. J'espère, parce que je suis un hypochondriaque en premier degré. Mais je suis convaincu que l'expression de nos anciens qui disaient se faire du mauvais sang, ça a un sens. Voilà, et que de toute façon, faut prendre, La dissonance tue, en tout cas. Oui, mais de toute façon, la vie tue. Donc la vie est une maladie sexuellement transmissible. Prendre des risques dans la vie à tous les étages, il y a rien de plus jouissif que ça. Prendre des risques, pas des risques inconsidérés, si on dit on risque de mourir en faisant non, c'est pas ça le risque. Le risque de se mettre en risque. De se dire, tiens, je vais tout changer. C'est le premier jour du reste de ma vie. Tiens, je vais aller vers ça parce que ça, j'ai vraiment envie de le faire. Tiens, on va aller déménager là parce que c'est là que j'ai envie de vivre. Ça, c'est les risques qui font vivre, dans lesquels on se sent tellement vivant que je comprends, c'est une folie, en fait, de résister à ça. C'est une folie. Les vrais fous, ce sont les gens qui font 9h, 18h pendant 40 ans. En tout cas, vous avez été utile à vivre et à aimer. Pour ça, merci. Merci. Et puis pour ceux qui viendront voir votre spectacle, parce qu'on ne va pas tout dévoiler, vous parlez justement d'une mort qui a de la gueule. Philippe Lelouch, on ne va pas tout dire sur cette antenne. Oui. Quitte à vivre de manière flamboyante, autant avoir une mort flamboyante. C'est-à-dire que je dis pour rire, évidemment, dans le spectacle, ça me ferait chier que les gens lisent un jour dans le Times que je suis mort à 95 ans d'insuffisance respiratoire, les pattes de Colmar. Oui, bon, pas ça qui fait rêver, quoi. Voilà, on a envie de mourir sur scène, alors. Voilà, quitte à mourir, autant que ce soit de la belle manière. Voilà. Merci beaucoup, Joseph Agostini, que l'on retrouve tous les lundis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je veux être utile à vivre et à chanter. Merci beaucoup Philippe Lelouch. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je rappelle votre spectacle Stand Alone vendredi et samedi à 19h au Théâtre de la Madeleine, en tournée dans toute la France. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Avec joie, vraiment. Merci beaucoup, merci pour cet échange. Merci à l'artiste Audran pour son EP Emoji Plus d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. À très vite, du coup, on vous retrouve à partir du 24 janvier. Pour le cercle des poètes disparus avec Stéphane Fraisse au Théâtre Antoine. Notez que vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion quand vous le voulez sur radioj.fr, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Demain, c'est la dernière de l'année. Et oui, parce qu'on part en vacances. Dès 15h, rendez-vous avec Marco Prince pour son album avec le groupe FFF Ice Cream. À demain. Belle journée à tous sur Radio J.